L'origine du terme provient de Richard Dawkins, en fait, qui, dans un ouvrage en 1976, développait l'idée d'un objet culturel, un peu comme un gène, en fait, qui serait mu d'une volonté de se reproduire. Il y a des origines de ce mème-là à la radio. On sait qu'aux États-Unis, il y a des gens qui envoyaient déjà des animateurs de radio. Plutôt que de répondre à la question qui leur était posée, ils faisaient jouer un extrait de cette chanson « Never Gonna Give You Up ». Mais c'est véritablement à partir du développement de la culture numérique, la vitesse avec laquelle Photoshop, entre autres dans sa version piratée, a pu se répandre sur Internet. C'est par là qu'on a assisté à l'explosion, je dirais, de la culture du mème. On s'est assez rapidement rendu compte qu'on pouvait faire porter à chacun des personnages une certaine identité ou un rôle. Une des premières versions de ce mème-là, c'est une remarque critique envers Phil Collins qui se serait détourné, en fait, de la musique progressive pour se laisser séduire par la musique populaire. On la trouve amusante puisqu'elle nous renvoie à une sorte de petit inconscient du rapport amoureux. On a déplacé sa signification dans un champ, que ce soit politique, que ce soit musical, que ce soit symbolique. Il y a une volonté de s'amuser. Il y a aussi une volonté de proposer un contre-modèle esthétique, peut-être, à une esthétique lisse et propre que l'on trouve sur Internet. Le mème permet de parler de soi, au fond, mais sans nécessairement renvoyer une forme de pathos. C'est un objet qui est tout particulièrement intéressant parce qu'il est quelque part un demi-signe. C'est un signe qui n'est pas complet. On trouve des bases de mimes un peu partout sur Internet, mais ceux-ci ne deviennent véritablement des signes qu'une fois réappropriés, qu'une fois où on leur a rajouté du texte ou qu'on les a transformés, le célèbre mime de John Travolta qui semble chercher quelque chose, il ne devient véritablement mime qu'à partir du moment où on a changé de décor derrière lui. C'est aussi un objet culturel intéressant parce qu'il renvoie à une sous-culture. Il y a bien des mèmes qu'on ne comprend pas nécessairement et c'est voulu, c'est une sorte d'idiome en fait que l'on peut employer pour être capable de communiquer avec des amis, pour renvoyer à une blague précise. Et donc cette capacité-là à comprendre la blague est aussi une source de valorisation. Il y a cette volonté-là de proposer une sorte d'effondrement du sens ou une sorte d'approche assez enfantine où on viserait à déconstruire une volonté de faire sens ou de proposer un message, etc. Il y a véritablement une volonté d'interroger ça ou d'interroger en tout cas la manière dont la culture de masse vise à transmettre un message, vise à être au premier degré. Alors là, on y va au second degré, au troisième degré, au huitième degré. Certains mèmes se sont inscrits dans la culture du MeToo. Il y a des mèmes qui ont servi à diffuser des images, à prendre à contre-pied des discours, à en montrer l'absurdité. Cette capacité-là à renverser un discours, à le déplacer en fait d'un champ à un autre et pour nous faire apparaître son absurdité, sa singularité, son artificialité, ça en fait éventuellement effectivement une force politique.